En direct de Collioure. Vous reconnaissez le clocher de Collioure? Non, pas du tout. On est sur les Hautes Collioure chez Arnaud et Nathalie Dulac. Et donc, j'ai en face de moi la dame Dulac, du coup, pour le coup, qui prend des vacances sans avoir à donner l'épée à Arthur. Des fois que lui, à chaque fois, le perd, donc elle commence à en avoir marre, donc elle a pris des vacances à Collioure. Nathalie Dulac, que je connais depuis que j'ai 20 ans à peu près, qui est officiellement, elle est un peu comme Bruce Wayne, elle a une couverture au Superman, elle est prof d'art plastique, je me trompe? Non, non, tu te trompes pas. Jean Lursa, là où j'étais. Donc, c'est pas du tout Jean Lursa, c'est au collège de Saint-Estève. Oui, c'est pareil, ouais, presque. Ouais. Et donc, effectivement, dans la vie au collège, je suis Madame Nathalie Dulac, mais dans le côté plutôt artistique, carrément artistique, c'est Litz. D'accord. Voilà, t'as un nom de guerre? J'ai un nom de guerre. Alors, tant qu'on y est, Litz, warum das Litz, hein, comme on dit? Disons que pour moi, c'est le compositeur, Litz. Ouais, tout simplement, Franz. Voilà, ouais, Franz, exactement. Et on s'est pas donné le mot. Voilà. Qui m'a inspiré parce que j'aime beaucoup la musique aussi. Et donc, pour moi, c'était important de représenter aussi. Tu t'assumes pas en tant que Nathalie Dulac que tu as un nom de guerre? Non, je demande ça, c'est juste pour... Non, c'est pas que je m'assume pas, c'est que je pense que comme on a des activités diverses, il est important de signifier l'œuvre de l'artiste. Voilà, exactement. Comme on dit pour Polanski, mais pas pour les mêmes raisons. Non, et puis ce qui est intéressant, c'est que à travers ce nom d'artiste, moi je me sens plus libre de m'exprimer sur ce nom. Oui, qu'on vienne pas. J'ai vu votre œuvre, madame. Tu vois, c'est. Non, puis c'est un choix. C'est un choix. Chacun. Il y en a qui signent leur création, d'autres non, d'autres qui font des cartels, d'autres non. Donc voilà. Non, mais moi je me fais appeler Bob Denard aussi, donc pas mieux, je veux dire. C'est revendiqué. Alors l'idée, toi c'est un musicien, moi c'est un mercenaire, choisis ton camp camarade, comme on disait en 68. Vous avez fait avec ton mari Nono une école d'art, c'était l'école de... Alors c'est l'école de Cergy Paris. Ouais. Avant j'avais fait une autre école qui était à Limoges. Et puis après, pour se perfectionner, enfin pour avoir des diplômes supérieurs, on a dû monter à la capitale. Oui, c'est une belle expérience parce que pour moi, j'ai beaucoup aimé Paris. C'est quand même Paris, c'est quand même une capitale qui bouge par rapport à notre province. Ouais. Et maintenant, c'est un peu inversé. On va dire. Ouais. C'est un système décadent. Donc, et toi, contrairement à Arnaud, tu n'as pas fait les Beaux-Arts de Perpignan. Non, je n'ai pas fait les Beaux-Arts de Perpignan. Perpignan est adoption. Voilà, mais ça fait un bout de temps que vous y êtes. Depuis l'âge de 20 ans, puisque je vous ai croisé... Oui, en faisant des allers-retours, puisqu'on a quand même vécu 10 ans à Paris. Donc, en faisant des allers-retours, oui, ça fait un petit moment. Ça fait au moins 20 ans que je suis à Perpignan. Donc, au moment où on se rencontre, Arnaud, lui, fait des tours à signaux, des lanternes avec des couleurs. Et toi, tu fais quoi? Alors, moi, au moment où on se rencontre, c'est Arnaud... Et moi aussi, finalement, on fait de l'événementiel. Voilà. C'est-à-dire que c'est par rapport aux Jeux Olympiques de Barcelone, on avait un gros projet événementiel. Maintenant, on pourrait dire aussi un peu performance, parce que moi j'ai repris le côté performance. Je travaillais avec lui, c'est-à-dire qu'on était deux, une vraie équipe pour essayer de proposer un projet qui était de lancer la lumière à travers tous les tours aux signaux jusqu'à Barcelone. Et vu que les Jeux Olympiques de Barcelone... C'était un beau projet, hein. Beau projet, hein. Vraiment malheureusement, ça n'a pas eu lieu, hein. On rappelle aux gens. Après, il y a toutes les difficultés techniques, autorisation, comme ça... Parce que ça allait des deux côtés de la Catalogne. Voilà. Et donc ça va, en gros, là on est à Collioure, donc il y avait Madlock, il y avait la Massane, et au-delà je ne sais plus compter, comme on dit. Et il y avait toutes les tours, passant par la Fougelle jusqu'à Barcelone. Et à l'époque, on voulait utiliser un réseau qui était RNIS, bien avant Internet, qui justement reliait toutes les villes. Et finalement, ça parce que les Dulac, parce que là je parle des Dulac, c'est toujours à la japonaise, la tradition et l'ultra-technologie. Exactement, c'est tout à fait ce qui nous caractérise. C'est tout à fait ça. Donc, la technologie et puis quand même préserver cette tradition.
qui est important. Parce que sinon, on aurait rasé la maison rose. Ben, c'est une vieille maison Collioure. Alors, parle-nous un peu de la maison, là, rapido. Alors, la maison rose, c'est une petite maison de pêcheur qui a toujours été rose. Et évidemment, moi qui adore les couleurs, parce que je suis une spécialiste des couleurs, je pourrais pas vivre sans On les parlera couleurs. de vos meubles et de vos tableaux après, mais, Oui, non, mais la parce couleur... qu'on va tout retracer. Là, on est là, on en profite. Et donc, le fait qu'elle soit rose, déjà, c'était un joyau pour nous. Pour moi, en tous les cas, c'était extraordinaire. Et à un moment donné, il a fallu aussi la réparer un petit peu. Et évidemment, c'était pas dans le contexte architectural de refaire les maisons telles qu'elles étaient. C'était plutôt d'avoir un nuancier et de se conformer à ce nuancier. Oui, là, on a un rose quasi bonbon là qui traîne. Même pas, le rose, je crois, il était même pas autorisé. Bon. Parce que là, il y a d'autres maisons qui sont pas rose bonbon, qui sont rose comme l'arbre qu'on a là, rose laurier rose, la couleur des autres roses qu'on voit. Oui, oui. Mais de toute façon, elle avait cette tradition puisque c'était une maison d'artistes, vieille maison pêcheur, mais qui a été réhabilitée par une maison d'artistes. Donc, ce qui est important, c'est de garder son authenticité. Et donc, on s'est battu jusqu'au dernier moment pour la garder rose et bleue. Ce qui est la spécificité de cette maison. Elle est un peu magique parce que elle est très, très, très photographiée. Ouais, dans le monde entier, vous tapez maison rose, même pas Collioure, et hop. Ouais. Bon, après, ça peut être un peu envahissant, voilà. Oui, parce que tu as des gens qui s'installent sur ton canapé en disant je vous dérange pas, mais posez-moi la question avant que je vous réponde. Ouais, c'est un peu ça, bon, voilà. Mais je pense que c'est important de montrer que l'empreinte d'une couleur évoque une émotion, et cette émotion, elle est partagée par énormément de gens, des anonymes, et comment dire, se l'approprient. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, ça commence à... Oui, puis il y a l'escalier qu'on voit derrière, il y a un côté mystérieux, comme certains escaliers à Venise, dans le barrio Rodeo, comme on dit là-bas, mais sauf ils sont pas rose-tyriens, pour le coup, c'est en vieille pierre. Donc il y a du mystère. Alors la couleur, c'est beaucoup en Scandinavie, je sais pas si tu connais la Norvège, des villages de ports comme ça, où tu as des maisons en bois avec beaucoup de couleurs, pas du rose tyrien comme on a ici, mais voilà. Et ici, non. Non, mais en Italie, par exemple, il y a aussi pas mal de couleurs. Et parce qu'aussi, la maison de pêcheur, le principe de la maison de pêcheur, c'est qu'elle soit repérable en mer. C'est-à-dire que chaque pêcheur, quand il y avait de la brume, des choses comme ça, pouvait avoir une vision de là où il allait. La couleur aussi, c'était un point de repère. C'est pour ça que c'était important. Et alors, après, on a oublié ou peut-être effacé toute cette tradition, tous ces repères. Mais n'empêche que là, nous aussi, on est le repère de Collioure, finalement. Et pour moi, ce que je dirais, c'est que par rapport à cette maison, c'est aussi le repère du cœur. Ce qui me plaît beaucoup. Parce que c'est une question, on aime ou on n'aime pas, mais quand on dit « oh, j'adore », quand on entend tout le monde qui arrive, c'est tellement surprenant. Oui, voilà. C'est aussi une façon aussi... Parce qu'on est situé dans un endroit très calme, parce que les rues sont pavées de pierre, c'est très arboré, c'est frais, du coup ça tombe bien. On voit la mer et les bateaux au loin, donc on est vraiment dans un conte en fait. C'est une maison de conte, quoi. C'est l'équivalent plus doux de la maison de la sorcière d'Hansel et Gretel. Dans cette histoire de vieille maison, on a envie de vivre ici dans une vie parallèle pour vivre dans la douceur et le luxe calme et la volupté. Comme disait Baudelaire dans l'Invitation au voyage, c'est ici qu'on viendrait, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, beaucoup de gens disent « ah, c'est une vraie maison de poupée ». En pensant la maison de poupée, le cocon, là où on se sent bien, là où on a envie, la douceur. Et oui, c'est un peu ça. Là, on est juste à l'entrée tout à l'heure. On fera pas une vidéo, mais on ira sur la terrasse du haut, parce qu'en plus du plus, on a une terrasse du haut. Voilà, c'est merveilleux. Alors, arrive le moment où le temps use un peu la maison, faut refaire la façade, comme dirait une vieille amie comtesse, et vous décidez, est-ce que Arnaud et toi, vous avez dit tout de suite on le peint de cette couleur, ou il a fallu batailler avec Arnaud?
Non, 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 de toute façon, on était d'accord pour qu'on garde cette maison. C'était ou les travaux et on la gardait rose, ou on faisait pas de travaux et on étendait notre problématique jusqu'à la fin des temps. D'accord. Je pense que quand même, quand on a des convictions, il faut aller jusqu'au bout. Je pense que on ne change pas notre maison rose, on veut justement l'embellir et lui redonner un petit coup de neuf. Mais on garde cette maison rose. Donc, ça fait combien de temps qu'elle est repeinte, si j'ose dire? Là, actuellement, ça peut faire 1 an et demi. C'est pour ça qu'elle est aussi oui, c'est frais. C'est frais, ouais. Alors, est-ce que, donc on est dans un quartier historique de Collioure, sur les Hauts, est-ce que légalement, on vous a pas dit, ou la mairie vous a laissé, ou les monuments de France, tout bêtement? Oui, enfin, du moment qu'elle avait été rose, quand même, on avait aussi... le fait est qu'elle a toujours été rose, donc on nous a permis vraiment de la remettre telle qu'elle était. Et ça ne jure pas, parce que on est venu aujourd'hui pour parler d'arbres roses. On va en parler après, vous inquiétez pas. Mais c'est bien de remettre le dénivelé de comment on arrive à peindre un arbre au bord de la mer. On vous dit, on te dit rien. Ça n'a pas été une bataille là encore pour négocier. Pour l'arbre rose. Ouais. Ben, l'arbre rose, finalement, j'ai pas cherché la bataille. Ouais, oui. Non mais moi, j'arrive toujours par le prisme du combat, alors évidemment. Non, j'ai pas cherché la bataille en tant qu'artiste. Un arbre mort qui s'est échoué, qui est entre la mer et la terre. Évidemment, j'ai eu envie que ça soit un trait d'union, finalement, entre la dernière performance que j'ai faite, c'est-à-dire de planter 5000 arbres avec des élèves, comme performance artistique. Donc c'est au-delà du stade de rugby. Ouais. 5000 arbres quand même. Oui. Mais ça fait combien d'hectares? Non, c'est aucun hectare, ça fait 750 mètres carrés, parce que en fait j'ai pris une méthode qui est la méthode Miyawaki, qui est une méthode japonaise où on serre énormément les arbres. Parce qu'il y a 3 sortes d'arbres, c'est les arbousiers, les arbres moyens et les grands arbres. Et en mettant cette méthode, les arbousiers vont pousser très très rapidement, vont pouvoir faire de l'ombre aux arbres, et ainsi de suite, les grands arbres. Et ils ont une vie entre 15-20 ans, ces arbousiers. Donc ça va permettre après... Ils vont mourir, donc les arbres vont pouvoir pousser correctement, et ainsi de suite pour les grands arbres. D'accord. Voilà. En fait, c'est pas une forêt pour se balader. C'est vraiment une forêt pour de l'oxygène, quoi. L'oxygène. Elle est impénétrable cette forêt en fait. Oui, enfin, oui, elle sera impénétrable. Ouais, enfin, elle sera impénétrable. Elle sera pénétrable, mais effectivement, on pourra pas. Il n'y a pas des grandes avenues pour pouvoir venir à l'intérieur. Alors, je t'ai posé une question banale tout à l'heure. Bon, tu es au courant, mais il y a la sécheresse. Comment ils vont se débrouiller? Alors, le principe T'as mis un bar à côté de cette méthode, c'est qu'en fait, ils vont aller puiser dans les nappes phréatiques le plus profond possible. Et donc, comme les uns sont protégés par les autres, on va avoir ces racines qui vont aller vraiment jusqu'au fond, chercher cette eau. Bon, a priori, ça fait un petit moment que je suis pas allée, mais des petits arbres qu'on a plantés comme ça, déjà l'année dernière, ils étaient comme ça, donc cette année, ils doivent être comme ça. Voilà. D'accord. Je sais qu'ils sont comme ça. On ira faire un tour dans pas si longtemps. Alors, on a parlé de la maison, on va pas encore parler de l'arbre. Vous avez eu votre moment post-lanterne et tours à signaux où vous avez fait des meubles. Vous aviez une boutique qui est toujours là où vous bossez, mais c'est plus vous la boutique, si j'ose dire. Donc en fait, c'est surtout Arnaud qui faisait beaucoup de peinture, mais aussi beaucoup d'installations sur le territoire. C'est-à-dire qu'il avait mis des boîtes à pigments dans le territoire pour montrer les traces, parce qu'on est toujours... Arnaud a beaucoup travaillé sur les traces que l'on pouvait révéler. Et de ces boîtes qu'il avait mis et qui faisait des expositions, etc., il a fait des grandes peintures là-dessus, est venue l'envie
de mettre ces boîtes, pas forcément ces boîtes, mais sous forme de meubles, un peu particuliers qu'il dessinait. Oui, parce qu'il les abandonnait certaines dans la nature, voilà, et qui se nourrissaient du réel et des intempéries, quoi. Exactement. Et les exposer a posteriori, voilà. Voilà. Et puis après, il en a fait des boîtes, des boîtes à mémoire. Alors, il a une 90 boîtes où il parle justement de tout ce qui est un petit peu aussi bien de la mémoire imaginaire, mais aussi sociale. Avec donc il fait des boîtes un peu particulières, et puis après il y a toujours une petite légende, il y a toujours un écart entre la légende et la boîte. Donc voilà, c'est tout un cheminement de 90 boîtes, donc de certains. Elles sont stockées où ces boîtes? Elles sont stockées chez nous, et on les expose de temps en temps sur pied. On les expose à chaque fois qu'il y a pas longtemps on est allé dans le Tarn les exposer. Enfin bon, on fait une exposition. Où ça dans le Tarn? J'y traîne de temps en temps à Carmaux. Non, mais c'est pas à Carmaux. Alors là, non, c'est pas Gaillac du coup, façon. Non, c'est pas de Gaillac. Et encore moins Albi. Hein, oui. Parce que pas Albi. Bon, il faudrait demander à Arnaud. Ouais, bon, peu importe. Précisément, parce que c'est pas moi qui m'en suis occupé. Alors, du coup, donc il y a une extension de la maison, comme on dit chez les logiciels. Donc de la maison rose à l'arbre rose, il n'y a qu'un pas, enfin un peu plus techniquement. Mais quand ça t'est venu cette envie d'arbre Alors, sans parler de l'arbre. Il y a toujours la couleur rose, il y a toujours les arbres. T'as remarqué? Enfin, t'es au courant, c'est toi, mais. Ouais, c'est vrai. Alors, cette envie de la nature, d'abord, j'ai beaucoup travaillé avec la nature. C'est bon, je viens d'une région qui est la Corrèze, donc la nature est quand même omniprésente. J'ai deux pieds entre la campagne et la ville, donc cette bivalence-là m'intéresse. Et puis après, j'ai été interpellée une année par ces fameux feux de l'Amazonie. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça, quoi. Et j'ai eu une envie terrible de faire un projet, et j'avais proposé à mes élèves de faire un projet commun. Alors mes élèves m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, et là m'est venue l'idée de faire une forêt indigène de 5000 arbres. Ce qui avait été fait du côté d'Albi par une autre personne, et je pensais que c'était viable, donc c'est pour ça que je l'ai proposé. Et grâce à eux, grâce à mes élèves, qui m'ont toujours donné cet élan, je n'ai jamais baissé les bras, et pour un projet un peu fou. C'est toi qui as planté tout seul, ou t'as fait travailler tes élèves non, à la plantade? Voilà, c'était un projet commun avec l'établissement, et effectivement en une semaine on a tout planté. Ah ouais. Voilà. Rappelle combien d'arbres? 5000. 5000 arbres. Mais j'avoue que quand même la mairie m'a mis à disposition. Mairie de Perpignan. La mairie de Perpignan. Alors c'était en Canal Aîné pour savoir si c'était Pujol ou Alliot. C'était Alliot. Ah oui. Oui. À Saint-Estèphe, j'avais demandé une mise à disposition. Oui, parce que ça jouxtait. Voilà. Qui n'a pas été. On m'a dit qu'on n'avait pas trouvé de terrain. On me met à disposition, donc très bien. Et après, j'ai demandé à la mairie de Perpignan qui m'a tout de suite dit oui, on a un terrain pour vous, et donc qui a permis de pouvoir planter ces 5000 arbres. Donc on peut aller les visiter. Est-ce que les gens le visitent, ou enfin, est-ce que tu sais comment c'est vécu par les gens? Est-ce que les voisins y vont? Est-ce que des touristes japonais viennent le photographier? Est-ce qu'on se marie devant les arbres, tu vois? Non, mais la forêt, elle est pas encore, elle est à peu près comme ça, elle est pas encore très très grande. Mais effectivement, moi j'ai prévu pour la rentrée d'y aller en vélo, par exemple. Alors pendant ma plantation, tu pourras organiser une visite de ta plantation, si j'ose dire. Mais à dos d'éléphant. Pendant ma plantation, j'ai quand même invité des musiciens à venir pouvoir. Et tout ça est en vidéo, évidemment. Tout ça est en vidéo. Ouais, on vous fournira des morceaux. Voilà, on vous fournira des morceaux. C'était très agréable parce que justement, on allie le côté nature avec la musique, qui pour moi est aussi indissociable. Et là, bientôt avec la danse aussi. Mais oui, c'est les arts qui sont... Oui, parce que tu es danseuse, pour te détendre. Bon, oui, je suis un peu danseuse. On m'a laissé entendre que tu dansais avec l'Hermuchir. Il y en a qui parlent à l'oreille des chevaux, toi tu danses avec l'Hermuchir, qui est la directrice chez qui on a fait une émission l'année dernière, avec Razer Calavant et Mireille Falkès,
autour du livre et de l'art. Voilà. Et aussi l'excellent Pierre Parcet, le photographe, pas le vigneron, comme j'ai coutume de dire. Voilà, donc tout se tient, si j'ose dire. Ah, mais tout a des liens. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je suis toujours épatée, émerveillée, je vais dire, de tous ces liens qui existent entre nous. La seule chose, ce que je dis à mes élèves, et ce que je dis pour moi, jamais avoir peur, faire ce que l'on a dans le cœur. C'est très important. En plus, ça rime, ça tombe bien. J'ai pas fait exprès. Suivre ses rêves, très important. Suivre ses rêves, c'est très très important. Alors, on va arriver à l'arbre. Comment t'as eu l'idée d'abord et comment t'as trouvé l'arbre, parce qu'il est mastoc, la bestiale. Et après, pourquoi peindre en rose, on a compris, mais t'as fait un choix de peinture pour pas intoxiquer les poissons qui sont dans le coin. Exactement. Alors, donc j'ai un projet, j'ai le projet de faire une grande performance sur Collioure, sur le Rocher et sur la chapelle Saint-Vincent. Et sur, certainement sur le long du phare, autour de l'amour universel. Pour moi, l'amour universel, c'est ce que l'on a dans le cœur, cette empathie, cette communion entre les humains. Oui, j'en parlais à Poutine il n'y a pas longtemps. Et c'est ça qui m'intéressait. Mais comment matérialiser une idée, c'est très difficile. Les gens vous prennent pour une berlue. Le texte, on parlait de Kant. Voilà. Et oui, le texte, pour moi, par exemple... Tu écris beaucoup au-delà des incarnations colorées des arbres que tu plantes? Oui, bien sûr, j'écris. Je mets en forme, en mots, les choses que l'on ressent, ce que je veux faire. C'est très important. Ça, c'est ni. J'ai toujours été très, très influencée par la poésie, qui pour moi est une grande liberté. Alors, les poètes, tes poètes favoris, c'est qui? Alors, mes poètes, il y a Paul Éluard, que j'aime beaucoup. La terre est bleue comme une orange, disait-il. Voilà, exactement, ça revient à l'image que l'on peut avoir d'une orange et comment on peut avoir cette Oui, la maison rose est rose comme du rose tyrien. Enfin, il y a la même logique. Qui est-ce que je pourrais citer? Baudelaire. Ouais. Me plaît beaucoup aussi. Et dans les contemporains, j'aime bien cette poétesse qui est canadienne, qui va être bientôt, qui parle des arbres, de la forêt, qui va être bientôt référencée au bac de français. Ah d'accord. Je ne me rappelle plus son nom. C'est une native canadienne, c'est une québécoise ou alors? Québécoise. D'accord. C'est une indienne, enfin une amérindienne ou? Non, c'est une québécoise. Non, c'est une française, qu'on français. Ouais. Oui. Voilà. Et qui a beaucoup vécu qui parle de ces forêts, qui lui apportent énormément de choses, qui lui a apporté quand elle était triste, qui l'a réconfortée, quand elle était heureuse, eh bien c'était tout un panel qu'elle pouvait partager. Voilà. Oui, c'est parmi mes poètes. Et elle a un nom, cette dame? Prévert, oui, mais je me rappelle, j'ai un trou. Jacques Prévert aussi, qui plaît beaucoup, puis plein d'autres. Oui, on va pas citer tout le monde, puisque ça en ferait des caisses. Ça en ferait des caisses. Des pâtes à caisse. Et voilà. Et alors, donc, parce que tu allais me parler du rocher de Saint-Vincent, moi j'aimerais bien que dans l'ordre, tu me parles de l'arbre. Ben oui, mais c'est grâce à ce rocher de Saint-Vincent. Ah oui, parce que ça n'est pas, voilà. Voilà, comme ce rocher Saint-Vincent, je vais mettre tout en rose, où on va lancer des messages dans le monde entier, justement vers cette mer là qui est porteuse entre ciel et terre. Et je me suis dit, je termine une forêt, je veux faire ce projet. Comment matérialiser ça? Et justement en marchant. C'est très important la marche. Ouais. Enfin, j'allais dire péripatéticien, mais ça peut être mal pris. C'est en marchant. Ah, Arnaud qui me montre là. Oui. Anne Carson. Voilà. Voilà, c'est la fameuse. La québécoise. La québécoise. Et en marchant. Je vais jamais vers ce coin-là où est cet arbre rose. Peut-être un signe, un guide. Et je descends sur cette plage et tout d'un coup, j'aperçois
C'est comme si c'était un appel à quelque chose. J'aperçois cet arbre. Étonnée, je cours presque. Ah, il y était déjà, tu veux dire? Il y était déjà, bien sûr. Il y était déjà, je cours presque. Et je me dis, il est trop beau cet arbre. Moi qui fais du land art. Alors, qu'est-ce que le land art? Rapido, on n'a pas que ça à foutre. Alors, le land art, c'est travailler avec la nature. Ouais. C'est vraiment montrer que la nature, elle est omniprésente, et puis la modifier, créer un paysage différent, et aussi donner accès à tout le monde à la création. C'est démocratiser un petit peu cette façon de voir les choses. On n'est plus dans le musée. On va pas dans une galerie parce que voilà, on va pas dans ça prend de l'espace, et c'est dans l'espace. Voilà, c'est dans l'espace. C'est recréer un autre espace dans cet espace. C'est aussi travailler avec le paysage. Et Collioure, qui est quand même un lieu où le paysage est important, où d'autres artistes sont venus aussi pour montrer leur art qui était un petit peu différent de l'académique. Alors les fauvistes, voilà. Les autres, c'est il n'y a pas que les fauvistes qui sont viandus. Il y a Magritte qui est passée. Oui, surréaliste donc pour le coup. Non, Magritte n'est pas trop surréaliste. Ah oui. Magritte, elle est plutôt fauvisme. Ah oui, non, parce que Magritte, pour moi, c'est ceci. Oui, non, excuse-moi, je croyais que c'était Matisse. Matisse, oui, non, Matisse, c'est le fils de Jean-Paul Alduy. Oui. Magritte, oui, Magritte. Un autre peintre de Collioure, pour le coup. Ah, mais d'Alduy, tu veux dire. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, maintenant, Jean-Paul Alduy, c'est un peintre de Collioure. Bien sûr, c'est un aquarelliste. Ouais, il vit sur le bateau, où il a une maison aussi, à Collioure. Je savais pas qu'il avait une maison. Maintenant, il vit à Collioure, oui, c'est pour ça, oui. Mais effectivement, il se sert du paysage. Ouais. Et alors, l'avantage des aquarellistes, c'est aussi servir de l'eau. C'est vraiment, notamment, on est Collioure et Bordeaux. De l'eau douce. De l'eau douce. On peut aussi servir de l'eau de mer pour faire des aquarelles. T'as essayé? Non, mais effectivement, quand j'ai peint mon arbre, à un moment donné, j'ai dû mettre de l'eau, j'avais pas d'eau, donc j'ai mis de l'eau de mer. Bah oui, c'était à disposition. Voilà, ça à disposition. Oui, Magritte est un surréaliste, bien sûr. D'accord. Alors, donc, oui, effectivement, l'univers Collioure. Et alors, justement, le problème, on aime les artistes quand ils sont morts, ce qui fait que l'artiste, on peut s'en servir, c'est quand il est sur les boîtes de chocolat, en général, tu vois. Comme toi, t'es pas sur une boîte de chocolat, et tu prétends continuer de faire de l'art à Collioure, tu vois? Oui, mais je fais comme Dali, finalement. Dali, dans ses vivants, il avait fait de la publicité pour Suchard. Ouais, Lanvin. Lanvin. Je suis fou des chocolats Lanvin. Je crois que c'est Suchard. Et effectivement, moi, j'ai cette impertinence. Les escargots, c'est parce que les escargots. Il faisait de la pub pour Lanvin parce qu'il faisait des escargots en chocolat, parce que catalan, tout ça, enfin bon, bref. Mais bon, après, c'était aussi un peu pécunier, on va dire aussi. C'était pas. Dali Dollar, comme on l'appelait. Alivi Dollar. Ali Dollar. Mais, oui, tu reprends sur ta légitimité. Oui, à la dalinienne. C'est-à-dire cette liberté de créer les choses et de les créer jusqu'au bout. C'est-à-dire que si tu as envie, finalement, il faut y aller, quoi. C'est comme ce que j'ai fait. Cet arbre m'a été donné, donc je me suis dit, mais cet arbre, c'est le trait d'union entre ce que j'ai fait et ce que je veux faire. Comme ce que je veux faire, ça va être en rose, eh bien, je l'ai mis en rose parce que c'était une façon de redessiner ce paysage, de lui retrouver quelque chose, et de cet arbre mort qui était échoué, je lui redonne vie. Enfin, pour moi, je lui redonne complètement une vie. Un autre regard, comme dirait une section du Festival de Cannes. Voilà, c'est ça. Un autre regard, un regard chaleureux, pour moi, un regard insolite, singulier. Et en même temps, je pense qu'il s'intègre très très bien dans le paysage. En plus, quand on le voit d'une certaine façon, on imagine bien un animal qui pourrait être avec ses tentacules comme ça. Oui, parce que il a une structure de calamar géant, le même que celui du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Exactement. C'est exactement ça. C'était un peu cette idée que les choses, elles peuvent se transformer, se métamorphoser. Alors, est-ce que tu as regardé cet arbre comme Duchamp a regardé l'urinoir devenu fontaine? Pas tout à fait.
C'est-à-dire que... Il y a un peu plus de tendresse, tu veux dire. Voilà. Et moins de ça. Voilà, j'allais revenir un peu plus de féminisme parce que finalement, quand on voit que la polémique sur justement que les femmes, elles sont représentées sur les tableaux et très peu en tant qu'artistes, l'idée de Duchamp mettant un urinoir, ça remet encore... Toi aussi, tu veux peindre l'homme en rose comme au Québec et au Canada. Pas l'homme en rose. Non, je veux le laisser comme il est. Mais effectivement, c'est un petit peu, comment dire, machiste. Finalement, quand on le revisite, cet urinoir, beaucoup de... Oui, parce que c'est un urinoir masculin, sinon ça serait un chiotte, si j'ose dire. Oui, c'est ça. C'est pas unisexe. Voilà. C'est vraiment masculin. Ou alors, il faut des prothèses. Enfin, la question n'est pas là. Et puis en même temps, voilà, c'est ça, c'est que c'est bien resté dans le fondement que les femmes, elles sont là que en image et pour servir l'homme. Oui. Et on va. Et tu trouves ça mal? Enfin, moi qui suis misogyne, je vois pas où est le problème. Ouais. Moi qui suis on va dire féministe sans être féministe, ouais, qui revendique le fait. Est-ce que tu veux déconstruire Arnaud comme Sandrine? Non. Non, mais bon, je revendique le fait que la femme a une sensibilité artistique comme l'homme, à l'égal de l'homme. Oui, je connais la théorie, voilà. mais... Et donc, c'est vrai que le rose aussi ancre bien cette idée-là. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est pas un cliché, le rose pour les femmes, justement? Peut-être, mais pour moi, non. D'accord, je pose la question, c'est les gens qui veulent déconstruire le genre, comme on dit, le rose pour les filles, et si on mettait un homme en robe rose? Oui, mais en même temps, c'est pas mon sujet. Oui. Mon sujet, il est pas là. Non, on a bien compris. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ton émancipation et ta liberté. C'est pas te venger des hommes parce que ils t'ont dominé pendant des siècles. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas aussi vieille que ce que je viens de dire, attention. Tout à fait. Et puis, cette couleur, je l'aime beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup parce que elle me fait penser à ma mère. Voilà, tout simplement. Alors là, il va falloir nous aider. Parce que moi, c'est les anchois de Collioure que j'associe à ma mère. Alors, et là encore, je ne vois pas pourquoi. Donc, pourquoi tu associes le rose et le rose tyrien, pour le coup Oui, le rose tyrien ou le rose flash, le fuchsia aussi, fuchsia, voilà, dans ces gammes-là, en fait. Pas le rose bonbon. Non, pas le rose bonbon. Non. Parce que ma mère était une femme... Alors déjà agréable, émancipée, mais une femme qui était parfois, comment dire... originale, et son originalité dans une campagne n'était pas forcément bien vue. Elle était en Lozère, la dame aussi? Non, Corrèze. Voilà. Et donc cette originalité était le rapport au rural est le même. Voilà, le rapport au rural était le même. Et c'était dans quelles années dans les années 60, 70. Et l'émancipation féminine de la vie n'était pas encore passée à la campagne. À la campagne, non. Et donc, je la trouvais très courageuse finalement de pouvoir assumer ses couleurs. Et donc, j'ai repris le relais. D'accord. Et c'est vraiment là, c'est vraiment cette force-là que je veux puiser en elle, qu'elle m'a donnée, et que je revendique complètement comme une couleur de liberté. D'accord. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que vous avez fait une cérémonie, il y avait des lectures, tu as créé des poèmes, mais pas que. Enfin, j'ai vu, parce que je suis arrivé après la bataille, je suis journaliste, j'arrive toujours après la bataille, des fois que j'ai une balle perdue ou un truc, tu vois, je suis un peu le BHL du reportage artistique, et donc là j'ai ma chemise blanche, on me voit pas, et donc c'était magique, j'ai vu les trucs, parce que ce genre de choses, j'ai vu des tas de trucs ratés qui se prétendaient bien en land art, en art contemporain, en art actif. Et là, ce que j'ai vu, moi qui suis plutôt vieux manoir et chevaux, dois-je l'avouer, j'ai été conquis. Alors raconte-nous, ça a eu lieu quand? Alors, en fait, quand je l'ai rencontré au mois de septembre. Donc après, il a fallu négocier que je me laisse la liberté de le faire. Pour moi, je l'aurais fait le lendemain. Finalement, j'ai pris un peu de recul, voilà. Et je voulais le faire le 11 novembre, mais ça s'est pas fait. Pourquoi? À cause des poilus? Quel est le rapport? Oui, peut-être, certainement, à cause des poilus. L'amour universel, l'armistice d'une première guerre mondiale, c'est pas si, ça va. Voilà. Mais je l'ai fait le 13. D'accord. Certainement, ça devait correspondre au 13. J'aime beaucoup me laisser porter aussi
par des choses qui sont immatérielles. Voilà. Donc je l'ai fait le 13 novembre, je l'ai peint. Et au fur il faisait comment la température? Pas très chaud. Voilà. Pas très chaud. Ce jour-là, il a fait assez beau. Donc on l'a peint. Alors tout en ayant un petit rituel, évidemment, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est, on le sait maintenant qu'on peut communiquer avec les arbres. Hein, les arbres sur pied, mais je pense qu'aussi le fait qu'il soit mort, c'est qu'il gît comme un gisant. Finalement, c'est aussi intéressant de parler à cet arbre. Donc, je lui ai dit que j'allais le peindre et que, bon, des petites choses simples. Hein. Et donc, on l'a peint, Arnaud m'a aidé. Et une fois qu'il a été peint, effectivement, c'était une découverte, même pour moi. C'est... Voilà. Et puis tout ce moment, une révélation, voire une épiphanie. Une émotion, on va dire. Une émotion. Voilà, et pas une émulsion. On n'est pas en cuisine chimique. Ah, pourquoi pas, tout est cuisine. Hein, oui, après tout. Voilà. Une émotion parce que là, tout d'un coup, c'était une révélation. Je l'ai vu, il était vivant, il était... Ça y est, c'était... Et puis tout devenait plus magique. C'était comme une lumière qui éclairait. Et puis l'œuvre change au prorata de la lumière. Oui. Soleil, brume, etc. Soleil, brume, on est allé plusieurs fois où il y avait des tempêtes, là, il était presque pris dans toute l'eau, après à un moment donné... Ça donne des photos aussi à chaque fois. Oui, tout à fait. Parce que votre travail, l'obsession d'Arnaud sur le travail sur le temps et des figés dans le temps, autant suspend ton vol, comme disait un autre poète, ça joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui vit en permanence des moments différents. Chaque moment est un moment différent. Tout à fait. Et même nous, quand on y va, c'est vraiment des moments différents. Et des fois, c'est une décharge. Et vous aussi, vous êtes changé par au moment auquel vous allez visiter. C'est votre intériorité différente et le renvoi de l'œuvre sur, enfin, vous voyez la mise en abîme. Alors, ce qui est terrible, et je parle pas de la cristallisation, on n'a pas le temps. Non, mais ce qui est terrible, à chaque fois qu'on allait le voir, que j'allais le voir, c'est-à-dire qu'il est dans une crique. Et alors, ce qui était incroyable, et que ça m'a été donné, c'est que cette crique, elle est un peu protégée. Protégée des regards. Elle est vraiment toute petite. Hein. Protégée des gens qui peuvent... Enfin, bien sûr qu'il faut aller le voir, etc., mais pendant un moment, il était presque... Oui, contrairement à la Joconde, on peut pas s'y tiendre à 100 japonais devant. Ou chinois, parce que maintenant c'est les chinois. Oui, après on verra, on en discutera, mais pas en bateau, oui. Mais il était quand même protégé. Et je savais qu'il était protégé. Et à chaque fois que je vais les voir, donc il y a un petit parking, mais on le voit pas. Je me dis, j'espère qu'il est encore là. Et donc, effectivement, j'avais toujours cette émotion. Je courais, je voyais pas. Hop. Ah, ça y est, il est là. C'est un peu comme la forteresse de Sals, qui n'apparaît qu'au dernier moment. Exactement, c'est exactement ça. Je me dis, voyons, et puis là, il est là. Et là, il est toujours beau et toujours... et donc maintenant, c'est carrément une œuvre référencée. La mairie de Collioure, elle revendique... la mairie de Collioure le connaît, comme arbre land art, l'arbre rose. Et à l'office du tourisme, il est référencé? À l'office du tourisme, il est référencé. Voilà, ça y est, c'est à notre clocher, si je puis dire. Voilà, c'est vrai. C'est un autre son de cloche, on va dire, puisqu'on est dans la musique aussi. Ouais. Et tu feras pas, avec Marc-André de Figuère, théorie sexuelle de l'arbre rose? Non. Alors, l'arbre rose, pour moi, c'est aussi lancer des messages, commencer à lancer des messages. Sur l'amour universel. Sur l'amour universel, c'est aussi... une façon de se recueillir, une façon de se retrouver son énergie. Est-ce qu'on peut faire un endroit comme le pont des Cadenas à Paris où se déclarer son amour? Est-ce que tu aurais envie de ça, par exemple? Pourquoi pas? Je me dis, pourquoi pas. Ou se passer l'anneau comme devant le Titanic et mourir dans un sous-marin comme des cons. Non, mais cet arbre, il est là pour véritablement pour rayonner. Ouais. Et pour faire rayonner les personnes. Il devrait être à Perpignan, s'il doit rayonner. Non, il est très bien là. Pour l'instant, il est très bien. T'as déjà fait des photos de Saint-Jean-Baptiste sur l'arbre? Non, j'ai pas fait encore de photos de Saint-Jean. Par contre, j'ai une petite anecdote. Oui. Alors, qui m'a fait chaud au cœur et qui m'a vraiment troublée, émue. J'ai une collègue qui était très très fatiguée et j'ai amené les élèves au musée de Céré. Et dans le bus, elle me dit, ah mais tu sais, je l'ai pas trop vu, ton arbre je l'ai cherché sur internet pour ton billet, mais on marque l'arbre rose de Collioure, etc. Et je lui dis, ah ben non, mais oui, il me dit, tu sais pourquoi? Je
Je dis non, elle me dit, tu sais, j'étais très très fatiguée. Vraiment, c'est exceptionnel que je vienne avec toi, mais je t'ai promis, donc je le fais. Et mon ami qui m'a dit, mais écoute, ce week-end, pour te faire plaisir, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et là, elle me dit, écoute, je me suis surprise à dire, oh, j'aimerais voir l'arbre rose. Ah, je lui ai dit, mais elle l'avait pas, parce que j'avais mis des petites photos. Et elle me dit, oui, j'ai eu vraiment une envie d'aller voir cet arbre rose comme un apaisement, comme quelque chose. Un appel, pas de Cthulhu, mais voilà, de l'arbre rose. Et le fait qu'elle m'ait dit ça, ça m'a vraiment créé beaucoup d'émotions, parce que c'est aussi ça, ce que je veux. C'est pourquoi aussi je l'ai pas. C'est pourquoi j'ai montré que les choses, elles pouvaient être simples. Et à travers des espaces, un espace coloré, on peut aussi y trouver de la méditation, un sens à sa vie, un réconfort, tout ça, ça fait partie de mes intentions. Ça fait partie de l'utilité, si j'ose dire, de l'art, pas que de faire des plus-values ou de la défiscalisation. Qu'est-ce que je veux dire? Avant de nous quitter, parce que nous sommes plus à la fin qu'au début, je parle pas de nous encore que pas plus aussi, il me semble que tu as écrit de la poésie, est-ce que tu peux nous la lire et on se quittera là-dessus? Oui, bien sûr. Nathalie. Alors, je fais un petit poème, un discours poème pour le 18 juin, puisqu'on a fait l'inauguration, le baptême artistique de... L'appel à la résistance par l'art en rose. Voilà, c'est ça. Et pas l'ail en rose, qui n'a strictement rien à voir. Qui n'est pas tout à fait de notre région. Voilà. C'est plutôt de Haute-Garonne, si mes souvenirs sont exacts. C'est exactement ça. Voilà. Là-dessus, allons-y. Alors, l'arbre rose. L'arbre. Rose est ta couleur, paysage est ton odeur. Collioure fanfaronne à ciel ouvert. Il est ici question de rencontres, de discussions, de dialogues, de pensées communes. Lumière en mouvement qui se bécote avec le scintillement. L'arbre, rose est ta couleur. Ba, bagada, bawa, gaja, bagaja. Dans n'importe quelle langue, la quête d'un regard, une tâche repérable, point de départ, si ce n'est insolite, singulier, imaginaire. L'arbre, rose est ta couleur, pachaka, pachuga, bagada. Les mots chuchotent, l'arbre tricote. La terre est ronde, la terre est rose. Le ciel est tourbillon, mon cœur est lumière. Je suis terriblement humain, le lien qui me rattache à toi, le lien qui nous rattache à nous, c'est ta couleur. L'arbre, rose est ta couleur. Chemin du cœur, amour inconditionnel, amour universel, messager d'une correspondance libre, embarcation, tout vent. Geste coloré, acte métaphorique, psychédélique. L'arbre, rose est ta couleur. La pensée et la parole authentifient notre présence, notre existence, notre humanité, notre cœur, notre sens commun. L'arbre, rose est ta couleur. L'artiste te remercie. Eh bien, nous aussi, nous te remercions. Merci Nathalie Dulac et à bientôt pour de prochains épisodes. On va tenter d'approcher l'arbre par mer avec le bateau de Didier Brazeau. J'aime bien l'allitération, le bateau de Didier Brazeau. Très bien, super. À bientôt.